Bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée aux obsèques de Lady Diana. Ces funérailles ont rassemblé plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliards ont pu suivre cet événement, ce grand moment grâce aux images de la BBC fournies aux télévisions du monde entier, dont TF1 qui a également effectué, grâce à ses envoyés spéciaux sur place, de nombreux reportages et recueilli des témoignages de la population. C'est ce que vous allez voir dans cette deuxième partie. Le cortège commence sa lente progression vers l'abbaye de Westminster, l'abbaye qui se remplit progressivement des nombreuses personnalités proches et politiques. Nous sommes donc le 6 septembre 1997, on retrouve en plateau Jean-Claude Narcy, Charles Villeneuve et Stéphane Bern. Le cortège a pénétré par Queen's Gate, la porte de la Reine, est entré dans l'enceinte de Kensington Gardens et va emprunter maintenant le South Carriage Drive, où autrefois il y avait la promenade du roi, puisque c'est là qu'on déambulait en calèche et en carrosse. C'est hélas un cortège funèbre qui aujourd'hui emprunte cette allée. Aujourd'hui on monte encore à cheval. Oui, la police montée existe toujours en Grande-Bretagne. Je crois que les images vont nous le montrer. Il y a 3 bouquets, 3 gerbes sur le cercueil de la princesse. Il y a une corbeille de lys, et il y a 2 plus petits bouquets de roses blanches qui sont chacun du prince Charles et des 2 enfants de la princesse de Galles, William et Harry. Le soleil qui marque cette journée particulière me rappelle une des remarques de Jean-Pierre Dufresne de l'Express, qui disait que l'été a été la saison emblème de Diana. Elle est née un 1er juillet en 61, elle s'est mariée un 29 juillet en 81, elle a mis au monde l'héritier du trône, le prince William, en juin 82, elle a divorcé un 28 août en 96 et elle est morte à Paris un 31 août. Il y a 22 gardes gallois qui entourent et escortent le cercueil de la princesse de Galles. Le cortège va arriver près du mémorial au prince Albert. Le mémorial, ce qu'on voit justement à droite, c'est qui est en train d'être réparé. C'est un monument que la reine Victoria a payé de ses deniers, je crois. Il se trouve juste en face de la Royal Albert Hall. Que nous voyons sur ces images. Et le monument au prince Albert c'est étrange l'ironie de l'histoire, parce que c'est un monument qu'une reine, la reine Victoria, a dédié à l'homme qu'elle a aimé plus que tout dans sa vie, Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Et aujourd'hui, c'est la princesse de Galles qui passe devant, alors que son amour était brisé. Quant au Royal Albert Hall, se déroulent actuellement les plus importants festivals de musique. Il y a des concerts promenades, ça dure de la mi-juillet à la mi-septembre. Eh bien, on a changé le programme pour ce soir. Et l'orchestre de la BBC interprétera le Requiem de Fauré et la symphonie numéro 1 de Rachmaninoff. C'est la famille c'est la famille qui a demandé ça parce que Diana appréciait beaucoup cette composition. Absolument. À propos de musique, il faut préciser que c'est ici, à cet endroit, dans ce quartier de Hyde Park, cette partie de Hyde Park, que la princesse de Galles était venue écouter le concert des 3 ténors avec Pavarotti. Et Pavarotti qui a fait un geste qu'on verra tout à l'heure. Au départ, il s'est dit trop dévasté par la mort de la princesse pour venir à Londres. Et il a surtout refusé de chanter, mais là, il a finalement accepté de quitter Modène et de venir suivre la princesse. À Westminster, où continue, là c'est une noria de véhicules qui amènent les invités, puisqu'ils seront 1900 à Luxembourg. Donc les premiers invités commencent à affluer. Bien. Une image furtive. Les invités, nous n'avons pas eu le temps de les reconnaître.
Et la dépouille de Lady Diana, toujours devant l'Albert Memorial. Continue de passer devant Hyde Park. Le cortège va franchir la Alexandra Gate, la porte d'Alexandra, et continuer son chemin dans Hyde Park. Je ne sais pas si on le verra tout à l'heure, mais le cortège passera devant l'ambassade de France. Oui, qui est en restauration, je crois. Oui. Mais en restauration. En signe de deuil, la France a demandé à ce que le drapeau national, les 3 couleurs, soit mis en berne. L'ambassadeur de France à Londres, John Guéguineau, fait partie d'ailleurs de la représentation officielle française à l'abbaye de Westminster. Il accompagne Madame Chirac. Oui, parce que protocolairement, Madame Bernadette Chirac représente le président de la République et notre ambassadeur représente la France officiellement. Madame Chirac avait beaucoup d'affection pour la princesse Diana, tout personnel. Elle s'est précipitée immédiatement après le drame à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Avec le président d'ailleurs. Ensuite, le président l'a rejoint pour accueillir le prince Charles lors de la levée de corps à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a un certain nombre de personnalités françaises qui sont attendues à l'abbaye de Westminster, outre Madame Chirac. Monsieur Giscard d'Estaing. Il y a Monsieur et Madame Giscard d'Estaing. Vous savez que la princesse de Galles était venue en novembre 1994 soutenir l'action de la Nuit internationale pour l'enfance de Madame Anémone Giscard d'Estaing. Et à cette occasion, elle avait également rencontré le président Valéry Giscard d'Estaing. Et tous les deux sont à titre privé à Londres, ainsi que Monsieur Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Et on sait que pour les 50 ans de Dior, la princesse était allée à New York présider le gala en robe de John Galliano. Et c'était une grande première. Bernard Arnault a eu beaucoup de sympathie pour la princesse de Galles, beaucoup d'amitié même. Il y a également Karl Lagerfeld qui est arrivé de Paris pour accompagner elle était un modèle pour les femmes en matière de mode. Oui, autant sinon plus que certains mannequins. Exactement. Je crois que même s'il y a Cindy Crawford dans l'assistance, eh bien, la princesse de Galles a été sans doute la femme la plus photographiée, la plus admirée dans le monde. L'une des femmes aussi les plus élégantes. Vous savez qu'elle changeait de toilette jusqu'à 3 ou 4 fois par jour. Et on peut rappeler un souvenir quand même assez fort à la demande de son fils, le prince William. Eh bien, en juin dernier à New York, elle a vendu 80 de ses robes, de ses plus belles robes, au profit de 2 œuvres humanitaires. L'une, la recherche contre le cancer, et l'autre, la lutte contre le sida. Et son fils. Et c'était une idée du prince William, exactement. Elle voulait mettre un terme à son ancienne vie. Vous savez que depuis décembre 93, elle avait renoncé à toutes ses activités officielles. Elle était présidente ou marraine d'une centaine d'associations caritatives en Angleterre. Et elle avait décidé d'y renoncer, sauf si l'association gardait son parrainage. C'était la lutte contre les lépreux, son rôle d'ambassadrice de la Croix-Rouge. Et on a beaucoup parlé de sa lutte contre les mines antipersonnelles, mais également le cancer, également le sida. C'était vraiment des actions, et les sans-abri aussi. C'était des actions qui lui tenaient à cœur et elle ne pouvait pas renoncer. Même si elle rentrait dans un certain anonymat en dehors de la famille royale, elle ne voulait pas renoncer à son dévouement en faveur des autres. Il y a quelques instants, un policier essuyait une larme. Oui, c'est tout le drame du protocole qui veut encore une fois que les policiers tournent le dos au cortège et regardent la foule. Eh bien, certains policiers n'ont pas pu s'empêcher de retenir leurs larmes devant celle qui était une sorte de déesse vivante, de sainte même. Maintenant, aujourd'hui, elle est sanctifiée en Grande-Bretagne.
seulement des Londoniens, mais il y a beaucoup de Britanniques venus de villages les plus lointains Et même de tout le Commonwealth, vous savez, des gens sont arrivés du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Nous avons vu aussi beaucoup d'étrangers, des Français en particulier. Oui. Je crois qu'elle était un modèle pour le monde entier. Il avait des admirateurs partout. Le cortège passe maintenant par la porte du prince de Galles. C'est un symbole. C'est un phénomène qui n'était apparu qu'à partir de sa mort, d'ailleurs. Cette sorte de ferveur et de mobilisation autour d'elle. Oui, presque, ça a tourné même à l'hystérie, presque à l'excès d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure de saintes. Il y a certaines personnes ont eu des apparitions de la princesse de Galles. C'est bien que cette ferveur a quelques excès, quelques débordements, mais c'est un excès, une ferveur en tout cas populaire. C'est vrai que seul l'avenir dira si cet effet est durable. Oui, aujourd'hui, elle a atteint les mythes les plus célèbres. Voilà. Je crois qu'elle est entrée dans la légende au même titre que la reine Astrid de Belgique, qui, elle aussi, dans un accident de voiture, en août 1935, connut un destin terrible, ou la princesse Grèce de Monaco, en septembre 1982. Oui, les 3 gerbes que l'on voit sur le cercueil ont été déposées au nom du frère de Diana, le comte Spencer, et des 2 petits orphelins, des 2 princes orphelins, William et Harry. Ce glas donne Corps ajoute à l'atmosphère. Pesante, lourde et triste. Chaque minute. Toutes les minutes ponctuent l'avancée très lente du cortège. On n'a pas vu sur ces images, mais on vient de passer près d'un quartier qu'affectionnait particulièrement Lady Diana, un petit peu la rue Saint-Honoré londonienne. C'est-à-dire qu'évidemment, là, on va approcher en parallèle le quartier de Knightsbridge. Et le quartier de Harrods. On ne peut pas ne pas penser au grand magasin Harrods, dont le propriétaire est Mohamed Al Fayed, le père de Dodi, qui est mort également avec la princesse de Galles dans la nuit de samedi à dimanche dernier. C'est là qu'elle a acheté dans ce quartier ses robes, des accessoires. D'ailleurs, tous les magasins ont baissé les rideaux en signe de deuil. Aujourd'hui, bien entendu. Et devant le magasin Harrods... Et surtout, Harrods est connu pour ses lucioles, ces petites lampes qui brillent dans la nuit. Et depuis la mort de la princesse, eh bien, ces lampes se sont éteintes en signe de deuil. Harrods dont la devise est « on y trouve de tout, d'une aiguille à coudre à un éléphant ». Oui, et vous savez, là où la princesse avait révolutionné un petit peu les choses, c'est qu'elle allait elle-même faire ses courses chez Harrods. Si bien que dans le quartier de Knightsbridge, elle était très connue, très familière. Elle avait son restaurant préféré, San Lorenzo, où elle allait avec ses amies, Caroline Bartholomew ou Lucia Fecha de Lima, qui seront toutes les deux, évidemment, à Westminster. Finalement, c'était un quartier qui lui était très familier, et elle y emmenait ses enfants, normalement, comme une mère de famille va faire ses courses. Les chevaux ont été spécialement entraînés durant la semaine pour conduire le cortège funèbre de la princesse et notamment entraînés à recevoir et les cris de la foule et aussi les fleurs. On dit que depuis la reine Victoria, il n'y a jamais eu autant de monde en Grande-Bretagne pour assister sur place à un cortège funèbre, à des funérailles. Quelques images avec un retour à l'abbaye de Westminster, où continuent d'arriver les invités. Voilà l'intérieur de Westminster.
C'est là où sont enterrés, couronnés, mariés aussi un certain nombre de membres de la famille royale britannique. Les dernières obsèques nationales qui ont été organisées à Westminster ont été celles de Lord Mountbatten, l'oncle du prince Philippe d'Édimbourg, et le dernier vice-roi de l'Inde. Vous vous souvenez qu'il avait été victime en 1979 d'un attentat à la bombe de l'armée républicaine irlandaise. Sur son yacht. L'abbaye de Westminster, où certes tous les rois sont couronnés, à l'exception de deux d'entre eux d'ailleurs, Édouard V et Édouard VII, si ma mémoire est bonne, mais aussi, vous l'avez remarqué et vous l'avez souligné, repose la plupart des monarques, mais un certain nombre de grands écrivains britanniques aussi, et de musiciens comme Handel. Et Kipling. Mais il faut préciser que depuis... voici Reine Spencer, la belle-mère, la fille de Barbara Cartland, et qui avait épousé en deuxième noces le 8e comte Spencer, le père de Diana. Barbara Cartland qui n'a pas eu que des mots aimables pour la famille royale. Non, elle a précisé dans une déclaration que la princesse de Galles était, elle, anglaise. C'est vrai qu'elle descend d'un steward de Charles II d'Angleterre, et elle accusait la famille royale d'être d'origine allemande, un reproche qu'on ne lui avait pas fait depuis 1917, année où les Saxe-Cobourg et Gotha ont pris le nom de Windsor, pour justement pendant la guerre montrer leur patriotisme. Ce qui est juste... Quelques applaudissements saluent l'arrivée de Reine Spencer, qui a épousé il y a quelques années en troisième noces le comte de Chambrun, un Français. Autant cela peut être effectivement un peu désobligeant. Les anciens premiers ministres arrivent maintenant. Lady Thatcher, Margaret Thatcher et Johnny Thatcher. Great scenes of splendor and rejoicing, moments heartbreaking repentance. Beginnings and endings have both been marked in a building familiar to every visitor to Britain from far across the world. Mais toute la classe politique est représentée. Bon, il y a tous les anciens premiers ministres, John Major aussi. Tony Blair a limité à 4 membres du gouvernement la représentation du gouvernement travailliste britannique actuellement, et notamment avec, il sera là, bien sûr, nous le verrons tout à l'heure, arrivé tout juste avant la famille royale, en compagnie du secrétaire d'État au Foreign Office, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique, Robin Cook, qui est un personnage qui va devenir familier certainement aux Français, puisqu'on le verra apparaître dans plusieurs des négociations qui attendent l'Europe dans les semaines et les mois à venir. Et c'est le doyen de l'abbaye de Westminster, le très révérend père Wesley Carr, assisté du chapitre, qui va accueillir l'ensemble des invités de la famille royale. Et qui avait, au moment du mariage d'ailleurs, du prince de Galles et de Diana, rappelé dans sa déclaration que la vie n'était pas un conte de fées. C'est l'archevêque de Canterbury, le docteur Georges Carré, qui avait dit qu'en voyant le mariage de Charles et Diana à la cathédrale Saint-Paul, que ce que nous vivions à l'époque était de l'étoffe dont on fait les contes de fées. L'histoire, hélas, a prouvé que ce n'était pas tout à fait exact. Un office au cours duquel c'est Tony Blair, le Premier ministre, qui lira un passage d'épître aux Corinthiens de Saint-Paul. Oui, et on entendra Elton John. Donc, je veux dire, c'est une cérémonie pas comme les autres. Vraiment différente. À personne unique, a dit la reine, cérémonie unique. C'est ainsi qu'était rédigé le communiqué de Buckingham Palace. Ceux qui arrivent là sur ces images sont les amis de la princesse de Galles, tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont été amenés à rencontrer la princesse. Pas ceux qui appartiennent aux 533 associations caritatives qui vont prendre le cortège à St. James Palace, mais tous ceux, anonymes pour la plupart, qui ont travaillé avec la princesse dans son action caritative. Ah, voilà l'arrivée du membre de la famille. C'est le comte Spencer, Charles Spencer, 9e comte Spencer, frère de Diana. C'est lui d'ailleurs qui a arrangé l'ensemble des cérémoniales des funérailles en accord avec le palais de Buckingham et avec le Premier ministre Tony Blair. Tony Blair, il faut le souligner, a joué un rôle essentiel dans ces funérailles. On se souvient des premiers mots qu'il a eus en parlant de la princesse du peuple. Il était vraiment ému et il a tenu à le montrer en s'associant personnellement à l'organisation des funérailles.
quasi nationale et royale. Un autre personnage que l'on verra peut-être et qui a aidé justement à faciliter, je dirais, l'organisation de ces obsèques, et notamment à faciliter les relations entre la famille et la maison royale, c'est le secrétaire particulier de la reine, qui a une parenté extrêmement précise avec Diana. La personnalité de Sir Robert Fellows est très controversée aujourd'hui parce qu'il a épouvé la sœur de Diana et en même temps c'est lui qui tenait très ferme le carcan de la famille royale et qui conseillait la reine d'être très dure avec sa propre belle-sœur à lui. On a quitté provisoirement le cortège. Oui, qui devrait se retrouver du côté de l'arche de Wellington à l'heure qu'il est. Et nous allons le retrouver dans quelques instants grâce aux caméras de la BBC qui, pour l'heure, nous montrent l'intérieur de Westminster. Voilà, et ça tarde. Il y aura d'un côté la famille Spencer, tout le clan Spencer, c'est-à-dire la mère de Diana, Madame Shankidd. Vous savez, c'est très frappant de voir les deux chemins parallèles de Diana et de sa mère. Parce qu'en vérité, Diana, à l'âge de 6 ans, a profondément souffert de la séparation de ses parents. Le 8e comte Spencer, qui n'était encore que le vicomte Alstrop, avait épousé, en présence de la reine Elisabeth en 54, la fille de Lord and Lady Fermoy. Et qu'en 67, lorsqu'ils se sont séparés, ça avait fait un scandale dans le royaume, parce que le comte Spencer avait accusé sa femme d'adultère, il avait gagné son procès et gardé ses enfants, Charles, Diana, Sarah et Jane. La longueur et surtout la hauteur de la nef de Westminster sont impressionnants. C'est une nef grandiose dans le style gothique flamboyant, avec des voûtes très hautes, nervurées, puis des piliers de marbre. Près de l'entrée, ce qu'on aperçoit, c'est une dalle à la mémoire de Winston Churchill, oui. La tombe du soldat inconnu. On voit à droite en bas le prince héritier Alexandre de Yougoslavie, qui était un proche ami du prince Charles et de la princesse de Galles, et qui vit à Londres. Il n'y a qu'un seul absent de marque dans ceux des rois ou des chefs d'État ou des hommes d'État qui sont enterrés à l'abbaye de Westminster qui manque. C'est celui qui a provoqué, je dirais, la séquence, le seul moment de république que les Britanniques ont connu. Cromwell, qui après avoir été, dont le corps a été déposé à l'abbaye de Westminster, a été retiré. République qui a duré de 1649 à 1660. Voici le cortège. Continue d'avancer sur la route cavalière et va passer bientôt en direction de Wellington Arch par la porte du roi Albert, du prince Albert. Oui, il va passer devant l'arche de Wellington, le vainqueur de Waterloo, le tombeur de Napoléon. Cromwell, vous avez raison, et ils ont quand même installé une dalle. Le rappelant, oui. Quand on visite l'abbaye de Westminster, c'est l'un des petits faits saillants et marquants que l'on retient. Richard Branson, le président de Virgin, l'un des proches amis de la princesse de Galles, et le propriétaire de Virgin, évidemment. C'est lui qui mettait ses avions à disposition de la princesse pour qu'elle puisse parfois accomplir ses missions humanitaires quand la famille royale ne voulait plus lui donner la Queen's Flight, la flotte aérienne de la reine. Paddy Ashdown et sa femme, le leader des libéraux démocrates. Quelques instants, le cortège va rentrer dans sa deuxième phase, en quelque sorte, sera beaucoup plus officielle et pénétrera dans tout ce qu'on appelle le quartier du ministère, Pas tout à fait, parce que vous savez, Charles, que c'est très très long pour arriver encore jusque devant Buckingham Palace. Les ambassadeurs aussi avancent, représentent tous les pays
Tous les gouvernements sont faits représenter par leurs ambassadeurs. Le nonce apostolique représente le Vatican. Mais il y a quand même 2 femmes de chefs d'État. Il y aura la reine Nour de Jordanie et son fils Hamse. Et il y aura également Madame Suzanne Moubarak, l'épouse du président égyptien. Et il faut se souvenir que... Voici la comtesse de Paris. Non, est-ce le docteur Georges Carré et sa femme, mais les princes de la Maison de France seront aussi représentés. Il y a toutes les familles royales qui avaient des liens directs. On ne sait pas encore, mais toutes les familles royales seront représentées par des membres mineurs des dynasties pour ne pas justement troubler ce protocole très inhabituel, très particulier, qui fait que ce ne sera ni royal ni national, mais les deux en même temps. À la droite de votre écran, le secrétaire d'État. John Prescott, est membre du gouvernement travailliste. Il y a très peu de membres, vous l'avez souligné Charles, très peu de membres du gouvernement travailliste présents. Tony Blair a limité à 4. Et même Robin Cook a été ministre des Affaires étrangères, a trouvé sa place dans le clan Spencer, puisque les places étaient très difficiles à trouver dans l'abbaye de Westminster. Lord Callaghan, ancien Premier ministre, vient d'arriver. Travailliste. C'est ce monsieur à cheveux blancs qu'on voit sur l'écran. On entend des applaudissements à l'arrivée des personnalités. C'est très vraisemblablement la partie du cortège formé par les associations, les représentants des associations caritatives. Vous savez que avant son divorce, lorsqu'elle était encore Lady Diana, elle présidait une centaine d'associations caritatives. Elle a limité évidemment cette présence aussi plus importante qui regroupait tout ce à quoi elle tenait. Tout à l'heure, Stéphane, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire les malades, les handicapés. Absolument. Il y avait 106... et les victimes des mines antipersonnelles. Il y a 106 associations caritatives qui ont eu durant les heures de gloire, le patronage de la princesse de Galles. Et vous avez vu sur l'écran les 533 personnes qui vont rejoindre St. James's Palace pour escorter jusqu'à Westminster le catafalque de la princesse de Galles. Le cortège maintenant continue sa lente progression dans Hyde Park. Les associations caritatives sont l'occasion d'avoir un moment de pensée pour Sœur Teresa. Oui, Mère Teresa, qui était une proche de la princesse de Galles et qui avait dit qu'elle prierait ce matin en communion de pensée. J'avais prévu à Calcutta un office pour communier avec elle. Et le destin était là, elle est morte hier soir. Je trouve très bouleversant le petit bouquet sur le cercueil de la princesse, signé d'un seul nom, Harry, le fils cadet de la princesse de Galles. Bouquet du prince Harry, bouquet du prince William et bouquet de Charles. Bouquet de Charles. Ce n'était pas Charles, prince de Galles, mais Charles, comte Spencer, le 9e comte Spencer, et frère de la princesse de Galles, qui vit actuellement en Afrique du Sud et qui est rentré cette semaine aussitôt après l'annonce du décès de sa sœur. Voici Monsieur Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, avec sa femme. Qui a reçu un télégramme de condoléances de la reine Elisabeth et qui a été donc invité aujourd'hui aux obsèques de Lady Diana. Son fils Dodi enterré en Grande-Bretagne il y a quelques jours.
extrêmement marqué par la disparition de son fils, comme tout père évidemment peut l'être, mais aussi parce que c'était le fils sur lequel il avait reporté toute son affection, pour qui le connaît bien, son autre enfant étant handicapé profond, moteur, physique et mental. Ces derniers jours, il a reçu un hommage appuyé en se présentant devant les grilles de Harrods. Il a reçu un hommage appuyé. Voici le président de la Chambre des communes, Betty Boyd-Schrodt, qui arrive. Elle est l'équivalent de notre président de l'Assemblée nationale en Grande-Bretagne. Laurent Fabius. Monsieur Laurent Fabius, pardon, je suis en retard quelques mois. Oui, c'est vrai, on vient de changer de président de l'Assemblée nationale. Monsieur Séguin étant devenu aujourd'hui président du RPR. Voici Luciano Pavarotti, très applaudi par la foule. Semble aussi Très marqué. Il a déclaré d'ailleurs qu'il avait été trop marqué par la disparition de la princesse pour se rendre à Londres. Vous savez qu'il l'avait rencontrée il y a une dizaine d'années lors d'un récital d'opéra et que la princesse était allée lui rendre visite à Modène parce qu'il avait chanté en faveur des enfants bosniaques et que la princesse l'aimait beaucoup. Et la photo a fait le tour du monde d'ailleurs. La photo a fait le tour du monde. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, et les images de la BBC ne l'ont pas montré. On ne les a pas vues, c'est l'arrivée de Tom Cruise, de Nicole Kidman. Et de Tom Hanks. Du chanteur Sting qui était un grand ami. Un grand ami de la princesse. Et d'ailleurs, ils étaient ensemble aux obsèques de Gianni Versace à Milan il y a quelques semaines à peine. Et Sting a participé il y a 48 heures à un hommage avec d'autres artistes, un hommage à la princesse Diana. Paddy Ashton, le leader du Parti libéral. Vous rappeliez Tom Hanks, le comédien Stéphane. David Steele, l'ancien leader du Parti démocrate, arrive aussi. Exact. Mais avec qui elle avait lié amitié à la suite de son film Philadelphia, consacré justement à la lutte contre le sida. Exactement. Si Luciano Pavarotti avait l'air anéanti, c'est qu'il a enregistré également un deuxième décès autour de lui dans ses amis. Il s'agit du grand chef d'orchestre Solti, qui est mort ce matin. Et il a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de mots pour décrire sa peine. Pavarotti, il dit « J'étais déjà anéanti par la mort de Diana. Aujourd'hui, c'est vraiment trop choquant. » La foule est toujours plus nombreuse, plus on approche de Buckingham Palace. Et on arrive maintenant à la fin de Hyde Park. Et le cortège va arriver jusqu'à Wellington Arch à la fin de Hyde Park. Et la foule, comme vous le voyez, est toujours plus nombreuse. Oui. Il y a aussi un phénomène à laquelle les hommes de la sécurité sont confrontés, c'est qu'au fur et à mesure où le cortège avance, eh bien la foule continue d'avancer aussi pour continuer de suivre le déroulement de la cérémonie. 27 000 policiers en tout ont été déployés dans le cadre de cet exercice qui est quand même inédit, il faut bien le dire. On vient d'apercevoir l'arche de Wellington. C'est un événement unique, il faut le rappeler, depuis les funérailles de la reine Victoria. Jamais, même pour les obsèques du roi George VI ou des autres souverains depuis la reine Victoria, on a assisté à autant une foule aussi nombreuse à des obsèques d'un membre de la famille royale britannique. Wellington. Alors on passe devant la maison du duc de Wellington et, ironie de l'histoire, le cortège funèbre de la princesse de Galles va passer sous les fenêtres de la famille Wellington, dont l'héritier, Lord Douro, est à la fois le meilleur ami du prince Charles et de la rivale de Diana. Pardon, en même temps, l'arrivée du duc d'Édimbourg qui quitte Buckingham Palace. Le duc d'Édimbourg va rejoindre Escudère. C'est vrai ce que vous disiez, Jean-Claude, sur Apsley Elton John vient d'arriver arrive à Westminster. Apsley House est la maison effectivement du duc de Wellington et au dernier étage vit Lord Douro, le meilleur ami du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. George Michael. C'est George Michael qui accompagne Elton John. Oui. Elton John. Qui a modifié, et on le verra tout à l'heure, la fameuse chanson consacrée à Marilyn Monroe en l'honneur de Diana. Modifié tous les vers
de sa chanson, qu'il chantera tout à l'heure. Voilà les associations caritatives qui passent devant Saint-James, qui passent devant le palais de Saint-James. C'est toujours la résidence officielle de la cour royale britannique. Et c'est à partir de là que sera constitué le cortège, en tout cas celui qui suivra la dépouille mortelle de Diana, princesse de Galles, puisque jusqu'à présent, elle a été laissée seule pour être entourée de l'affection de toute la foule, du peuple britannique, dont la ferveur s'est montrée et prononcée tout au long de la semaine. Ferveur populaire d'ailleurs qui a conduit à des modifications multiples, puisque nous en sommes quasiment à la 3e version du trajet suivi par cet affût de canon sur lequel repose Diana. La dépouille passe devant le musée de Wellington. Il reste plusieurs souvenirs de Napoléon, un service qu'il avait offert à Joséphine. Elle n'avait pas apprécié d'ailleurs ce service. Le gouvernement français l'avait offert au duc de Wellington comme remerciement pour la défaite de Napoléon. Tout à l'heure, vous parliez de l'ampleur de la foule, comparable peut-être, plus nombreuse sans doute, que celle qui avait assisté aux obsèques de Winston Churchill, l'un des vainqueurs de Hitler. Il faut dire aussi que pour Winston Churchill, exception dans l'histoire, son corps avait été exposé et la foule avait pu aller se recueillir. Il y avait à peu près 30 000 personnes qui avaient défilé devant le corps de Winston Churchill, chose qui ne s'est faite ni pour Lord Mountbatten ni pour la princesse de Galles, pour éviter justement des mouvements de foule. Je disais tout à l'heure que nous allons entrer dans cette deuxième partie du cortège, et notamment tous les quartiers des ministères, les quartiers où sont célébrés l'anniversaire officiel de la reine. On le verra tout à l'heure sur l'esplanade de la cavalerie, la Horse Guards Arch, et où l'on verra toutes les associations caritatives que l'on a perçues tout à l'heure se rassembler et qui suivront la dépouille mortelle de la princesse Diana, vraisemblablement en compagnie de ses fils et du prince Charles. C'est du moins ce qui avait été annoncé par le palais. Oui, d'après ce qui est annoncé par le palais, ils seront 4 à suivre à pied le cortège. Les 2 Charles d'Angleterre, Charles Spencer et les 2 fils de la princesse de Galles. Voilà, le cortège maintenant passe sous l'arche. Oui. Hyde Park Corner, l'arche de Wellington. Et va se diriger vers le Mall, en grande artère. Constitution Hill, et va longer le parc du palais de Buckingham. Le Mall, grande artère du centre de Londres. C'est très rare que cette arche soit ouverte. Vous savez, c'est comme l'arche de l'amirauté qui n'est ouverte que pour les souverains. C'est exceptionnel que l'arche de Wellington soit ouverte pour qu'on puisse emprunter, qu'un cortège puisse passer en dessous. Cette arche a été construite en souvenir des campagnes du duc. Dans quelques instants, le cortège va longer le mur qui encercle la propriété de la reine, Buckingham Palace. Et c'est dans ce jardin qu'un jour de février 1981, la princesse avait annoncé devant la presse ses fiançailles avec le prince Charles. Je crois que la foule a toujours ces images en mémoire, ces images d'un bonheur. Le 29 juillet 81, eh bien, il y avait, disait-on, le mariage du siècle. Et aujourd'hui, il prend tragiquement fin. Tony Blair et Cherie Blair viennent d'arriver.
Le Premier ministre Tony Blair, travailliste, a eu une longue conversation avec le prince Charles durant la semaine et lui a apporté non seulement son soutien, mais a organisé avec lui, lui a suggéré la manière dont il faudrait gérer les relations publiques, comment il faudrait justement affronter cette ferveur populaire pour que la monarchie ne soit pas en retrait, ne manque pas ce rendez-vous avec la nation. Et le prince Charles a beaucoup insisté pour que sa mère transgresse toutes les règles protocolaires en s'adressant à la nation, parce que vous savez qu'elle ne le fait que lorsqu'elle déclare la guerre ou lorsqu'elle présente ses vœux pour Noël. Tony Blair avait une profonde affection pour la princesse de Galles. Il y a même lors de ces considérations pour les cocktails de Galles, pour essayer de trouver les tons et les mots justes à l'occasion de la disparition de son ex-épouse. Et Lord Snowdon est à sa gauche, l'ancien mari de la princesse Margaret. Qui est toujours resté d'ailleurs le photographe de la famille royale. Et Lord Attenborough. Richard Attenborough, acteur, mais aussi très impliqué dans les œuvres caritatives. Et grand metteur en scène aussi, qui a réalisé Un pont trop loin et plusieurs des grandes productions concernant la Deuxième Guerre mondiale, rendant hommage à la participation britannique, notamment deux représentants de la presse, pardon Charles, deux représentants de la presse, les rares représentants de la presse, parce qu'ils étaient des amis de la princesse de Galles. Exception faite malgré l'interdit lancé et imposé par Charles Spencer. C'est-à-dire que l'interdit s'est fait sur les journaux à sensation, simplement. La reine. La reine est accompagnée du prince Andrew, du prince Édouard et de la princesse Anne, la princesse royale. Les autres membres de la famille royale sortent de Buckingham dans la cour d'honneur. C'est exceptionnel que la famille royale sorte des grilles de Buckingham à pied, sans voiture, et on entend la foule les acclamer. Le vicomte Linley arrive derrière, le fils de la princesse Margaret, accompagné de sa mère, la princesse Margaret, à droite sur l'écran. Le palais de Buckingham où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Antoine Guélo. Les deux sœurs, la reine et la princesse Margaret. Il faut souligner que c'est la reine qui a demandé à faire la même chose que son peuple, c'est-à-dire à regarder le cortège passer à cet endroit pour être dans la foule et partager l'émotion de toute la population et de ne pas se rendre directement à Westminster Abbey dans des voitures aux vitres teintées, mais au contraire d'assister au passage de son ex-belle-fille avec l'ensemble de la population britannique. C'est encore une fois un geste très symbolique qui répond aux critiques virulentes que ces derniers jours. Le cortège continue d'avancer, de longer le parc de Buckingham Palace. Palais que la princesse appelait ma prison dorée, ma cage dorée, et qu'aucun membre de la famille royale n'a vraiment aimé. Le prince Philippe parle de « nous habitons au-dessus de la boutique », dit-il, il parle
cela comme d'une entreprise. Aucun membre de la famille royale ne s'est jamais senti à l'aise dans cet énorme vaisseau construit par Nash et qui était avant la demeure du duc de Buckingham. On dit d'ailleurs que plusieurs des membres de la famille royale parlent d'elle-même en disant que, en se qualifiant de firme, Absolument, la firme royale. C'est une expression trouvée d'ailleurs par un monarque britannique, je crois. La princesse Diana dit elle-même qu'elle avait vu qu'elle avait une valeur marchande. Très peu de membres de la famille royale vivent à Buckingham. Il n'y a plus aujourd'hui que la reine, le duc d'Édimbourg et le prince Édouard, qui a un appartement à Buckingham Palace. Vous voyez là, les deux filles à droite, les deux filles de la duchesse d'York. C'est encore exceptionnel, on ne peut que le souligner. Sarah Ferguson, ex-duchesse d'York, l'ancienne épouse du prince Andrew, a été associée à ses funérailles de sa meilleure amie Diana. La reine, la princesse Margaret, derrière le prince Édouard et son cousin germain, le vicomte Linley, fils de la princesse Margaret. On aperçoit de la haute stature du duc de Kent à droite. À côté de la reine, à sa droite, il y a la princesse Anne. À gauche sur l'écran. Et à droite sur l'écran, la princesse Margaret, sœur de la reine. La duchesse de Kent. La duchesse de Kent très ébranlée. Et vous savez qu'il a suivi le même parcours que la mère de Diana en épousant l'église catholique romaine, en se séparant de l'église anglicane. Il y a également la duchesse d'York, Sarah Ferguson. Madame Chirac arrive. Bernadette Chirac représente le président de la République, Jacques Chirac. Ferguson, qu'on a perçu tout à l'heure, la duchesse d'York, qui estime avoir perdu une sœur en la personne de la princesse Diana. Nous avons vu sa fille Béatrice et l'autre sœur Eugénie. Elle l'a considérée comme sa sœur et sa meilleure amie. Derrière la reine, à gauche, vous voyez sur l'écran le prince Édouard et à droite, le vicomte Linley, fils de Margaret. Derrière, on aperçoit la princesse Alexandra de Kent et son mari, Sir Angus Ogilvy. Le duc de Kent, le prince Andrew, le frère du prince Charles. Et l'ensemble des cousins, des Kent, des Gloucester, toute la famille royale est ici rassemblée. Le prince Andrew qui a divorcé de Sarah Ferguson en 96, à quelques mois d'ailleurs du divorce de Diana et du prince Charles. Le palais de Buckingham a été pris de court par une décision ce matin de la reine de choisir d'être présente devant les grilles de son palais pour assister au cortège funèbre, alors qu'il était prévu des voitures, des Rolls étaient préparées aux grandes vitres ouvertes pour que la foule puisse l'apercevoir. Et la reine a dit qu'elle ne voulait pas, en ces jours de deuil, ne pas partager le deuil de toute la nation britannique et être dans une situation plus formelle, plus protocolaire. Donc encore une fois, le protocole est battu en brèche par cette cérémonie à la fois simple, émouvante et très populaire. Et ce protocole battu en brèche, eh bien, on le doit à la princesse Diana. Elle n'a pas pu le faire de son vivant.
si elle l'a fait d'une certaine manière de son vivant. Vous savez, c'était une femme rebelle, une femme indépendante, qui a rué dans les brancards et qui a essayé, comme elle a pu, de sortir du moule dans lequel la famille Windsor voulait l'enfermer. Et je crois que rien ne sera plus jamais comme avant. Je crois que c'est un nouveau visage de la monarchie britannique qui est en train de se lire sur ces images. Nous sommes en train de vivre un moment, je ne dirais pas historique, mais en tout cas un tournant décisif dans l'histoire de la monarchie des Windsor. Voilà, le cortège passe maintenant devant les grilles de Buckingham Palace, par la gauche, et va donc passer devant la famille royale, qui est assemblée devant les grilles du palais de Buckingham. La reine, la princesse Margaret, sur la droite de l'écran. Pour la première fois du cortège, le silence est brisé par des applaudissements. Ce n'est pas la première fois qu'à l'occasion des obsèques, on entend des applaudissements. De précédents obsèques aussi ont été marqués par cette sorte de manifestation qui rend hommage, évidemment, à la dépouille mortelle de celui que l'on veut saluer. Il est vrai que c'est inhabituel en Grande-Bretagne, où justement jusqu'à ce jour, jusqu'à la mort de la princesse de Galles, la population était très réservée, n'exprimait pas ses sentiments. L'applaudissement, c'est plutôt en Italie. Dans les pays latins, les pays du Sud. Ça restera l'une des images fortes de ces funérailles, c'est le cercueil de la princesse de Galles qui passe devant son ex-belle famille. La reine s'incline devant la dépouille mortelle de la princesse de Galles, ainsi que tous les membres de sa famille. Mais c'est vrai, comme le soulignait tout à l'heure Jean-Paul Marcy, qu'elle a ainsi obtenu morte ce qu'elle n'avait pu que très difficilement obtenir vivante. Que toute la famille royale cède et s'incline devant elle. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que ce sera simplement à cette occasion? Ça, l'avenir nous le dira. Je crois qu'on peut penser que vraiment rien ne sera plus comme avant. La princesse de Galles a... D'abord, elle laisse, vous savez, son fils, le prince William, 15 ans, qui est... Oui, qu'elle a élevé, qu'elle a modelé. Qu'elle a modelé un peu à son image, et qui est le deuxième dans la ligne de succession au trône. Et qui rassemble une partie des suffrages, en tout cas momentanément, des Britanniques, puisqu'un sondage... Sarah Ferguson, la duchesse d'York, qui fait pour la première fois sa réapparition dans le cercle de la famille royale. Elle devait partir ce matin aux États-Unis en voyage. Oui, je vous disais, le prince William, vers lequel tendent les suffrages des Britanniques, qui préfèrent le fils de Diana pour un éventuel règne à son père, le prince Charles, puisqu'un sondage ce matin publié par la presse britannique montre cette préférence, peut-être momentanée, émotionnelle. Certainement, mais en tout cas, c'est un sentiment que partagent beaucoup de Britanniques. Je crois qu'il y a une émotion où tout le monde est rassemblé devant un enfant orphelin qui vient de perdre sa mère et il n'a que 15 ans. Sur le bouquet, du bouquet du prince Harry, il y a Mamie. Je crois lire Mamie, maman. On entend encore au loin, en fond sonore, Cornemuse. le son de cornemuse, dont on sait qu'il constitue
traditionnellement des bandes galloises, aussi bien qu'écossaises ou irlandaises. Bande au sens de groupe de musique aussi. Maintenant, le cortège funèbre va emprunter la célèbre avenue Le Mall, Que l'on compare aux Champs-Élysées, mais qui n'est pas tout à fait comparable non, à la grande artère parisienne et française, puisqu'il n'y a aucun commerce. C'est la grande artère sur laquelle défilent les cortèges royaux, princiers et aussi militaires, notamment à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine tous les deuxièmes samedis du mois de juin. Que vous avez montré cette année, Trooping the Colour. Dans le cadre effectivement du salut au drapeau rendu à la reine, c'est l'occasion pour la division de la maison royale dont on voit quelques représentants ici avec ces 22 gardes galloises, composant extrait du bataillon des gardes galloises. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas souligner en regardant ces images que dans le sens inverse, un jour de juillet 81, c'était une princesse de Galles rayonnante qui était rentrée à Buckingham Palace avec sa robe de mariée, un diadème sur la tête. Cette avenue a été le témoin en Grande-Bretagne de tous les événements heureux et malheureux de la famille royale. Mais surtout, c'est là où la princesse de Galles s'est montrée toujours dans ses calèches ouvertes la plus rayonnante pour les visites d'État, pour les cérémonies. Voilà le prince Charles qui arrive avec... accompagné de William et Harry, et du comte Spencer, Charles, le frère de Diana. Le prince Charles est au centre, donne la main à son fils Harry. Serre la main le duc d'Édimbourg qui semble dans la foule. Si, c'est le duc d'Édimbourg qui vient de serrer des mains dans la foule. Voilà. Il serre des mains dans la foule, oui. Il n'était pas prévu d'ailleurs que le duc d'Édimbourg se joigne au cortège à pied. Non. Là encore, c'est une entorse au protocole et une initiative prise sans doute par la reine, comme celle que vous avez soulignée tout à l'heure. Absolument, et c'est aussi peut-être une absolution. Vous savez que le duc d'Édimbourg était sans doute celui qui était le plus opposé à l'esprit libre et d'initiative de la princesse de Galles et qui lui envoyait des notes pour la remettre dans le rang. Et aujourd'hui, bien... On voit Harry, on distingue mal encore le prince William. Prince William, vous savez, le prince William derrière, baisse la tête, oui, il est timide. Très timide, ne veut plus timide que ça. Il est derrière son père, oui. Il est caché par son père. Et pourtant, il est presque plus grand que lui aujourd'hui. On a assisté ces dernières semaines, depuis les vacances écossaises, après le retour où la princesse avait emmené ses enfants à Saint-Tropez au mois de juillet. Les enfants étaient, comme dans tout couple divorcé, avaient rejoint leur père sous les brumes écossaises de Balmoral. Et ils s'étaient adonnés à de grandes parties de pêche au saumon dans la rivière Dee. Et on dit que le prince Charles s'était vraiment rapproché de ses deux fils, qu'il l'aimait profondément. Je crois que s'il y a un point qui rassemblait Charles et Diana, c'était l'amour de leurs enfants, qu'ils n'exprimaient pas, certes, de la même manière, mais qui était vraiment réel. Et on voit ici la famille en deuil, réunie. Le prince Charles, le prince Harry, au centre le comte Spencer, le prince William baisse la tête, et le duc d'Édimbourg. La foule est ici plus nombreuse que dans la première partie, peut-être parce que la foule voulait apercevoir les membres de la famille royale et le prince Charles, les deux princes. Il y a là évidemment un souci de communier avec toute la famille royale dans le deuil qui les frappe.
douleur du peuple britannique dans les larmes de ces jeunes femmes. Tout au long du parcours. Les gens se signent et s'inclinent, les gens pleurent. Ils ont perdu leur modèle, celle qui incarnait beaucoup de leurs rêves et à travers qui ils ont tous vécu cette génération. Vous savez, je pense que c'est un siècle se remarqué par la légende, le mythe de Diana. Le prince Charles parle à son fils Harry. Vous savez, les Anglais disent qu'aujourd'hui, le prince William apprend son métier de roi. Il est en train de vivre l'une des épreuves les plus effroyables qui puisse arriver. Et à un enfant de perdre sa mère, mais aussi à un prince d'Angleterre de perdre celle qui a été l'épouse de l'héritier du trône. Et vraiment, on sait qu'à Buckingham, on a beaucoup fait pour l'aider à surmonter cette épreuve, à se montrer digne de sa mère. Il sera, s'il règne, le 42e roi d'Angleterre, si Dieu le veut. Et il régnera sous le nom de Guillaume V. Guillaume V. William très timide, comme ça, dans les moments officiels. Voilà, le duc d'Édimbourg, le prince William, le comte Spencer, le prince Harry et le prince de Galles s'avancent et vont suivre à pied le cortège funèbre. Et on dit que le prince William, qui est timide, en revanche, lorsqu'il est avec ses camarades, lors de ses études, est plutôt enjoué, joueur. Il n'est pas impossible aussi que, en plus de la timidité naturelle, il y ait sa peine qui s'exprime et qu'il ne veut pas montrer pour garder imperturbable un sang-froid caractéristique de cette famille. Oui, vivre son malheur devant des millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs. Je crois que dans ces moments-là, on pense, c'est vrai, on pense à la nation britannique et par-delà au Commonwealth, mais on pense simplement à la douleur d'un enfant qui vient de perdre sa mère. Voilà, tout de suite derrière les représentants masculins de la famille royale, les fils, frères, prince de Galles et duc d'Édimbourg, suivant de manière très proche la dépouille mortelle des associations caritatives, des représentants des associations caritatives prennent le fil du cortège. On ne les voit pas encore à l'image, mais vous allez les apercevoir dans quelques instants. Il y a une personnalité qu'on n'a pas encore aperçue devant les grilles de Buckingham, c'est la reine-mère d'Angleterre, 97 ans depuis le 4 août, sans doute le personnage avec Diana le plus aimé de la famille royale et qui a connu tout au long de ce siècle les drames et les joies de l'Angleterre. Voilà les personnalités, les 533 personnes qui ont travaillé avec Diana dans les associations caritatives et humanitaires. Tous s'étaient sentis en décembre 1993 un petit peu orphelins, lorsque dans un discours terriblement émouvant, la princesse avait annoncé qu'elle renonçait à parrainer nombre de ces associations pour se retirer de la vie publique. Escorte officielle et militaire réduite au minimum et escorte populaire enflée au maximum. Au premier rang, il y a quelques associations principales. Il y a Centrepoint, l'organisation d'aide aux sans-abri, au SDF, le National Ballet, parce que la reine adorait la danse,
Et vous savez, quand elle était venue pour la première fois en visite d'État en France, en visite officielle en France en 1988, eh bien, au château de Chambord, Jacques Lang lui avait offert un spectacle de danse parce qu'elle aimait particulièrement la danse. Jonathan Sacks et aussi également les représentants de toutes les confessions. Il y a la communauté juive est là représentée. Et une prière a été dite ce matin dans toutes les synagogues et dans toutes les mosquées hier en souvenir de la princesse de Galles. Toutes les confessions du royaume se sont associées au deuil de la famille royale et du peuple britannique. Dans les associations caritatives, il y a aussi l'hôpital pour les enfants d'Ormond Street, l'hôpital Children's Hospital, la mission pour l'aide aux lépreux, et surtout deux autres associations très importantes qui sont le National AIDS Trust qui lutte pour aider les malades du sida et le Royal Marsden Hospital où on lutte contre le cancer des enfants. Ces deux dernières associations ont reçu les dizaines de millions de francs récoltés lors de la vente des 79 robes chez Sotheby's en juin dernier à New York. Associations qui vont recevoir aussi la plupart des droits perçus par la BBC à l'occasion de ses obsèques et des reportages qu'elle a fournis dans toute l'Europe et notamment aussi à nous, TF1, droits versés à des œuvres caritatives que patronnait la princesse, absolument. L'aide pour la lutte contre le sida, on l'a bien vu tout à l'heure, les comédiens, ses amis, les chanteurs qui sont arrivés tout à l'heure, arboraient tous à la boutonnière le fameux ruban rouge. Et vous savez, un mot simplement, la princesse de Galles a fait beaucoup pour la perception de la maladie en Grande-Bretagne, en allant simplement embrasser des malades du sida bien avant que des officiels le fassent. Et ça avait changé la perception du peuple britannique. Madame Shankidd, la mère de Diana, vient d'arriver. Elle a quitté sa petite île écossaise où elle vit. Elle est accompagnée des deux sœurs, Lady Jane Fellows et Lady Sarah McCordell. Derrière d'ailleurs, nous voyons la haute silhouette de Sir Robert Fellows, secrétaire privé de la reine et époux de Lady Jane Spencer, la mère de Diana, qui a remercié Dieu d'avoir fait le don de Diana et pour l'aide de tous ceux qui souffrent dans le royaume. La mère de Diana est la fille de Lady Fermoy, de Lord Lady Fermoy, qui était dame d'honneur de la reine mère. Et on dit que ce sont les deux dames, la reine mère Elisabeth et Lady Fermoy, qui avaient un petit peu poussé au mariage de Charles et de Diana Spencer. Peut-être s'il nous entend, pourrions-nous entrer en communication avec l'un de nos envoyés spéciaux sur le trajet. Antoine Guélo. Sans doute dans quelques minutes. Antoine Guélo qui se trouve devant le palais de Buckingham et qui a vu passer le cortège devant évidemment la foule des Britanniques rassemblés, devant le palais royal, mais aussi la famille royale au grand complet. Nous avons vu 3-4. Je pense que Gilles Amado, notre réalisateur, c'est bon, 1, 2, 3, 4. Nous appeler. Ah bien oui, on vous entend, Antoine. Antoine Guélo, je pense que vous êtes à l'antenne. Antoine. Oui, eh bien écoutez Jean-Claude, à 11h10, la reine est sortie de son palais sous les applaudissements de quelques centaines de personnes qui ont pu l'apercevoir parce qu'ils étaient très proches du palais de Buckingham. Puis le silence a repris ses droits. 10 minutes plus tard exactement,
eh bien, le cortège est passé. La reine, à ce moment-là, a regagné le palais de Buckingham. Elle s'y trouve à nouveau. D'ici une vingtaine de minutes, elle devrait quitter ce palais. Alors, bien sûr, quand le cortège est passé, le peuple britannique, parce qu'il faut parler du peuple britannique ici, a retenu son souffle. Et c'était quelque chose de très impressionnant, de très émouvant. Dans quelques instants, il va se passer un événement extraordinaire. Vous savez que d'après la Constitution, en principe, c'est l'étendard royal aux couleurs bleu, rouge et jaune qui doit rester, qui doit flotter sur le palais de Buckingham. C'est le symbole, en fait, de la continuité de la monarchie. Et bien là, cette fois, c'est l'Union Jack, l'emblème national de la Grande-Bretagne, qui va être mis en haut du mât du palais de Buckingham et qui sera mis en berne, en remplacement précisément de l'étendard royal. Ça, c'est un événement unique en Grande-Bretagne. Pendant que vous nous parliez, on a vu passer la voiture de la reine-mère. Celle dont on se demandait où elle serait, si on allait la retrouver à la cathédrale. Elle vient de quitter sa résidence de Clarence House, la même résidence où elle avait accueilli la princesse de Galles, Diana, quelques semaines avant son mariage, pour justement faire son éducation et la protéger. Et on dit que la reine-mère d'Angleterre est dévastée, anéantie par la perte de la princesse Diana. Antoine, vous vouliez ajouter quelques précisions ? La voiture de la reine-mère a dû passer dans mon dos au moment où je vous parlais. Effectivement, maintenant, on attend donc cet événement, ce remplacement des couleurs royales qui flottent habituellement ici en Grande-Bretagne, au-dessus du palais de Buckingham, par l'Union Jack. Et ça, c'est un événement qui est très attendu par tout le monde ici, par le peuple britannique, parce que vous savez que c'était l'une des conditions, en quelque sorte, émises par la Vox Populi pour que finalement il se réconcilie avec la reine après les polémiques qui ont émaillé la mort de la princesse Lady Di. Donc je crois que c'est un événement qui va être très suivi ici. J'aperçois les gens, tous les regards sont figés, tous les regards sont tournés sur la droite, en hauteur, pour regarder cet événement, le drapeau royal descendre et l'Union Jack monter. Il faut dire que la symbolique est très forte. Si on amène l'étendard royal sur Buckingham Palace, l'étendard qui flotte là où se trouve la reine, eh bien ça signifie, d'après le protocole, que la reine est morte, que le chef de l'État est mort. Et normalement, lorsque cela arrive, quand le chef d'État meurt, on le remonte aussitôt pour dire que l'État continue, que le mort saisit le vif, que le roi est mort, vive le roi. Donc c'est un phénomène unique dans l'histoire de Grande-Bretagne qu'on puisse amener les couleurs, l'étendard royal. Alors que la dépouille mortelle de la princesse Diana aborde le virage de l'avenue des Horse Guards et va passer sous l'arche de cette fameuse caserne de la division de la maison royale. Le cortège est toujours suivi du duc d'Édimbourg, du prince William, tête baissée, de Charles comte Spencer, du prince Harry et du prince de Galles, Charles d'Angleterre. Le prince William qui n'a pratiquement depuis le début de cette marche, derrière la dépouille mortelle de sa mère, pas levé la tête. Monument aux morts qui rend hommage aux morts de la Deuxième Guerre mondiale à travers 5 statues qui représentent toutes les armes de l'armée anglaise, mais aussi les 5 bataillons constituant la division de la Maison Royale, les Horse Guards, les Life Guards et ce
qu'on appelle les Royals, c'est-à-dire les Bleus montés à cheval, descendants directs, héritiers des traditions de la cavalerie du duc de Wellington. On voit la population suivre alors le cortège. L'armée, les régiments de l'armée ont fait une déclaration, enfin le ministère de la Défense a fait une déclaration en disant que c'était sans aucun doute la parade la plus terrible, la plus effroyable qui soit jamais donnée sur cet emplacement réservé habituellement aux grandes cérémonies fastueuses de pompe de la monarchie britannique. Et qui marque les anniversaires de la reine. Qui marque non seulement les anniversaires de la reine, c'est-à-dire un moment de joie. Les visites officielles, il y a des parades quand le président de la République, Jacques Chirac est venu en voyage d'État, exact. En 1996. En tout, le cortège aura mis, avant d'arriver à Westminster, quelques 2 heures. Près de 2 heures. Pour traverser Londres. Enfin, quand je dis traverser Londres, pour faire une portion de Londres. Cortège qui à nouveau reprendra le contact avec la foule, avec les Britanniques. Après la cérémonie religieuse. La cérémonie religieuse qui devrait commencer, qui est prévue en tout cas à midi. À l'heure de l'abbaye de Westminster, midi hors français. Et ensuite, le cortège donc reprendra, vous l'avez dit, pour se rendre sur l'autoroute qui conduira Lady Diana à sa dernière demeure, dans la propriété des Spencer, là où elle a passé son enfance. Elle sera enterrée là, sur une petite île au milieu de la propriété. Vous avez sans doute vu qu'au moment où le cortège passait sous l'arche de la Horse Parade, eh bien, il y a eu le geste d'intimité où Charles Spencer a mis le bras sur l'épaule de son neveu Harry, et qu'ensuite, dès qu'en pleine lumière, eh bien, on a repris l'attitude un petit peu protocolaire. C'est-à-dire que même les princes, leur chagrin ne leur appartient pas vraiment. Leur chagrin appartient à la nation tout entière. Et ils ne doivent jamais oublier qu'ils sont en train de vivre un moment douloureux sous le regard du public et du monde entier. Un des gestes d'intimité qui a beaucoup marqué au cours de ces dernières 48 heures, c'est le geste de Charles donnant la main à son fils le plus jeune, Harry, en allant lire les petits mots d'affection et qu'avait mis le peuple londonien devant Buckingham. Et aussi à proximité du château de Balmoral. Oui. On voit toujours l'émotion de la foule qui est immense. La famille royale quitte maintenant Buckingham Palace. La reine est dans la première voiture avec l'étendard sur sa Rolls. Et maintenant, on va amener les couleurs sur Buckingham Palace et mettre en berne le drapeau, l'étendard de la reine. La reine est applaudie sur son parcours. On pourrait peut-être appeler Antoine Guélaud. Si Antoine nous entend, Antoine. Oui, absolument. Eh bien, je vous entends parfaitement. Le silence a été trompé par ces applaudissements que vous entendez. Et puis, ça y est, l'Union Jack, l'emblème national, les couleurs de la Grande-Bretagne ont remplacé l'étendard royal. Vous entendez derrière moi cette foule impressionnante qui applaudit. Écoutez-les. Au moment d'ailleurs où le drapeau national est mis en berne, au moment où il est descendu d'1,20 m à partir du sommet de la hampe du drapeau. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie consacrée aux funérailles de Lady Diana. Rendez-vous donc dans la troisième vidéo. Retrouvez les pépites de pâte sur YouTube et autres plateformes de streaming.